Ma présentation mélange un peu d'histoire de l'art, un peu d'histoire de la psychiatrie et une histoire personnelle, hein. Donc, je vais mélanger tout ça. Donc, j'avance, hein. Donc, il y a deux tableaux qui ont entretenu la légende de Pinel libérant les aliénés de leur chaîne, hein. Vous savez que c'est un grand classique de la psychiatrie. Il y a le tableau que vous avez peut-être vu si vous avez traversé la salle des bustes en venant ici, qui est le tableau de Charles Muller, qui a été posé en 1849, et puis celui dont je vais vous parler plus précisément de Tony Robert Fleury en 1876, l'un après les événements de 1848, l'autre après la défaite de 1870, et c'est sans doute pas par hasard qu'il y a toujours un tableau qui a une signification. Charles Muller, il est censé représenter Pinel en majesté à Bicêtre, où il a été en poste comme première activité d'aliéniste après juste la fin de la Révolution. Et il est donc entouré d'hommes. On ne reconnaît pas vraiment Bicêtre, mais c'est lui qui est au centre du tableau avec ce geste très particulier, alors que dans le tableau de Tony Robert Fleury, c'est la malade qui apparaît en blanc et qui attire l'œil au premier regard. Mais les deux ont donc ce geste, c'est ce geste euh, que Michel-Ange a magnifié à la chapelle Sixtine, qu'on retrouve et qui est un peu utilisé dans tous ces tableaux. Et le premier à avoir fait ça, c'est en fait Antoine Gengros dans Bonaparte, qui s'occupe des pestiférés et qui met le doigt, chose qui n'a certainement jamais eu lieu. Alors, le tableau qui est ici, à l'origine, s'appelait Pinel fait enlever les fers aux aliénés de Bicêtre en 1792, donc c'est une erreur, puisque Bicêtre, pas Bicêtre, mais Pinel est arrivé en septembre 93 et non pas en 92. Et donc, il est au-dessus du buste de Pinel, et la pancarte à l'Académie a enlevé la date pour éviter la confusion. Donc, je vais revenir à Tony Robert Fleury et à son tableau à lui. Alors, qui était Tony Robert Fleury? Ben, il est le fils de son père qui était déjà un peintre. Il a été l'élève de deux, Paul Delaroche et Léon Cognet, qui faisaient des tableaux très classiques ou néoclassiques, et puis les anecdotes historiques, c'est-à-dire la capacité de faire en un tableau un récit d'un événement historique. Il n'y avait pas la photo, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas les bandes dessinées. Donc, il fallait tout regrouper en une image pour garder le souvenir et influencer le public. Il prépare l'école nationale, il est élève à l'école nationale des beaux-arts, il prépare le concours de la Villa Médicis, mais son père est nommé directeur de la Villa Médicis, donc il part avec son père sans avoir été reçu au concours. Donc, je vous ai mis une œuvre comme ses maîtres l'avaient enseigné, qui est la représentation de Varsovie se soulevant contre les Russes le 8 avril 1861. Au cours du temps, son style a beaucoup évolué et il est presque impressionniste à la fin de sa carrière en La douce rêverie. C'est magnifique, ça n'a vraiment plus rien à voir avec les autres choses. Là, il y a un dessin qui c'est un autoportrait et puis on le voit sur la fin de sa carrière avec sa palette. Et là, j'ai retrouvé une photo où on le photographie dans son atelier. Donc, ce tableau dont je vais vous parler, c'est une très grande toile puisqu'elle fait plus de 5 mètres sur 3 mètres 50. Elle est présentée au salon de 1876. Et qui voit-on dessus? Eh bien, on voit une malade qui est en blanc, vient d'être libérée de ses chaînes par quelqu'un qui est derrière elle. On voit Pinel avec son bicorne, c'est l'époque de la Révolution. On voit la femme du... Alors oui, il y a l'infirmier Pussin qui a un rôle très important, qui a son tablier blanc. Et puis, il y a Marguerite Jubline, qui est la femme de Pussin, qui est entre Pinel et la malade. Et puis, il y a un autre médecin qui est entre Pinel et Pussin, qui est Auguste Landré Beauvais, qui nous a laissé un livre qui s'appelle La sémiotique, qui est le premier livre de sémiologie, qui est un peu démodé maintenant, mais qui est intéressant à regarder. Et là aussi, dans le titre de ce tableau, il y a une erreur puisqu'il est titré Médecin-chef de la salpêtrière délivrant les aliénés de leur chaîne au masculin, alors que c'était à la salpêtrière
où il n'y avait que des femmes, donc il manque le vœu à aliéner. Alors, la légende, pourquoi on parle de légende? Ben, il y a deux historiens célèbres, dont Jacques Postel, tu en as parlé, Michel, tout à l'heure, et puis l'américaine Dora Weiner, qui ont démontré que, en fait, c'était une légende bâtie en grande partie par le fils, Scipion Pinel, qui déjà 2 ans avant la mort de son père, mais son père à ce moment-là était déjà bien handicapé par plusieurs AVC, soi-disant a retrouvé une note de son père. Il publie ça dans les Archives générales de médecine en 1823, comme quoi son père raconte qu'il a enlevé les chaînes aux aliénés. Et puis, 9 ans après la mort de son père, il récidive dans la Gazette médicale de Paris. Et là, il fait tout un discours avec les révolutionnaires, Couthon, etc., pour expliquer comment son père était un héros et s'est opposé à tous ceux qui s'opposaient à sa directive d'enlever les chaînes et qui allaient être assassinés par ces malades, etc. Et puis, il y a l'arrière-petit-neveu qui est euh, Louis-René Semleng, hein, qui est connu comme historien de la psychiatrie, qui a fait beaucoup de biographies d'aliénistes du 19e siècle et qui a consacré sa thèse à son arrière-grand-oncle. Il était dans la même promotion d'interne à la Salpêtrière que Gilles de la Tourette, c'est la photo que j'ai utilisée dans mon livre. Et donc, la photo de l'internat, c'est 1884. À ce moment-là, Gilles de la Tourette est interne de Charcot. Et donc, dans la thèse, Semleng raconte à nouveau que c'est Pinel qui a libéré des chaînes. Là, j'avais fait l'arbre généalogique pour montrer que c'est le quatrième petit frère de Pinel qui a une petite fille qui s'est mariée avec un monsieur Semleng, etc. Ceux qui sont un peu curieux, j'ai fait cette démarche. Pinel a commencé sa carrière d'aliéniste après être arrivé de Montpellier et puis Toulouse, il a fait ses études de médecine. Il n'avait pas le droit d'exercer la médecine à Paris à l'époque, puisqu'il n'y avait que ceux qui avaient été formés à la faculté de médecine de Paris qui avaient le droit d'exercer la médecine à Paris. Et donc, il a donné des cours de mathématiques, il a été à la rédaction différents journaux médicaux, et puis il s'est trouvé à être embauché à la Maison Bel-Homme, hein, qui était un asile, entre guillemets, pour les enfants de bourgeois qui avaient des déviances de jeux, etc., qu'on voulait exclure un peu de la vie de la société, et qui a été un havre pour sauvegarder des gens de l'échafaud pendant la Révolution. Et c'est là que Pinel a été confronté au premier cas de manie et de choses et qu'il a envisagé cette technique du traitement moral des aliénés. Et quand on se promène dans la rue de Charonne à Paris à l'heure qu'il est, on voit des affreux immeubles des années 70, sans âme, grands, moches, etc. Mais si on a la curiosité de pousser le porche du 159, on rentre tout d'un coup dans un jardin. Et au fond du jardin, il y a les bâtiments qui restent, ce ne sont pas il y en a beaucoup qui ont disparu, de la maison Bel-Homme. Et maintenant, ça sert de réunion pour les clubs du 3e âge, du 11e arrondissement, hein. Donc, c'est assez curieux. Donc, c'est une visite intéressante. En fait, la réalité des choses, c'est que bien avant, déjà du temps de Louis XVI et avant la Révolution, Jean Colombier, qui était un médecin de l'époque, on lui avait demandé de rédiger un rapport, c'était de l'éthique sans doute à l'époque, de s'occuper du traitement des insensés. Et il a rédigé un petit bouquin que j'ai dans ma collection, j'ai fait la photo à droite, qui sont les instructions à donner pour gouverner les insensés. Or, dans ce livre, il est très clairement écrit qu'il faut enlever les chaînes et que les agités sont moins agités quand ils ne sont pas attachés, hein. Et donc, en fait, Jean-Baptiste Pussin, que Pinel va trouver à Bicêtre en arrivant, a déjà mis en pratique cette pratique d'enlever les chaînes. Et Pinel ne fait que tout à fait contribuer à cette pratique, mais il ne l'a pas trouvée lui-même. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Pussin et Pinel, ils ont le même âge, ils viennent de milieux complètement différents. Pussin, c'était un malade, hein, il venait du Jura, il avait été à l'Hôtel-Dieu pour des humeurs froides, c'est-à-dire en fait des adénites tuberculeuses et une tuberculose assez sévère. Il a été transféré à Bicêtre pour y mourir, sans doute, mais en fait, il s'est rétabli
et au lieu de retourner dans la tannerie de son père dans le Jura, il est resté travailler à Bicêtre et il est devenu le surveillant des insensés, c'est-à-dire les plus violents, les plus méchants, à l'emploi de Saint-Prix, comme se nommait la division des insensés à Bicêtre. Et si vous allez à Bicêtre maintenant, les loges des insensés ont été restaurées il y a quelques années. C'est assez joli, c'est des bureaux d'administration, de syndicats. Il y a la CGT maintenant, dans une loge de Bicêtre, hein. Et, et donc, il faut rendre hommage à Colombier, à Poussin, et Pinel n'a fait que ce qu'on lui avait déjà pensé avant lui. Et d'ailleurs, quand on lit ce qu'a écrit le livre fondateur de Pinel, hein, le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, qui est un livre de philosophie plus que de médecine, il écrit qu'il s'en remet à l'habileté du surveillant de cet hospice, entre parenthèses, Monsieur Poussin, qui n'avait pas moins à cœur de faire cesser cet oubli des vrais principes, donc de l'éthique, déjà à l'époque, hein. Or, j'en arrive à mon tableau. Donc, Tony Robert Fleury a la consigne, probablement d'ordre gouvernemental de la Troisième République, d'illustrer ce phénomène. Et donc, j'ai retrouvé au musée de Bucarest, pourquoi Bucarest, je n'ai pas trouvé pourquoi c'était parti là-bas, une première estampe qui est un lavis rehaussé de gouache blanche, où il y a une espèce de mise en place des personnages du tableau, avec là encore, comme chez Muller, le Pinel plutôt au centre. Au musée de la Révolution française à Visy, dans l'ancien château où nos présidents de la Troisième République allaient se reposer avant que Brégançon existe, enfin Brégançon existait mais n'était pas pour les présidents de la République, il y a maintenant un musée de la Révolution française où il y a un autre tableau signé de Tony Robert Fleury avec le même titre. Et là, on voit finalement Pinel qui ressort pas tellement. Il y a beaucoup d'aliénés, il y a des grilles, hein, pour signifier qu'on est en enfermement, mais c'est un peu flou. Le préau est à gauche, alors que dans le tableau définitif, il est à droite. Et puis, à la Welcome Collection, il y a un petit tableau signé là aussi qui mesure 50 sur 36 cm, où là, il y a la disposition quasiment finale du tableau avec la malade qui apparaît en blanc, Pinel à côté, les pauvres malades aliénés à droite, couchés, enfin, la mise en place générale du tableau. Et puis, on arrive à un dernier tableau qui n'est pas achevé, qui est un tableau en grisaille, avec des différences que je vais vous expliquer tout à l'heure, et qui est vraiment la disposition définitive avec le bras dont j'ai parlé en fonction de Michel-Ange, par la malade et non pas par le médecin. Et c'est là où j'interviens avec mon histoire personnelle. Ceux qui me connaissent savent que je suis bibliophile et que je fréquente les librairies du quartier, et en particulier, j'avais été invité il y a 5 ans de ça par Jean-Bernard Gillot, qui est à la librairie Alain Brieux, rue Jacob, pour venir parce qu'il avait rapatrié une bibliothèque et il avait pris ce qui l'intéressait pour les revendre, mais il y avait dans son garage, derrière la boutique, dans la cour qui est par derrière, une pile de livres qu'il m'a demandé un jour de venir regarder et de prendre ce qui m'intéressait. Donc j'y ai passé une après-midi, mais beaucoup étaient par terre, donc à force de me pencher, tout ça, j'avais un peu mal au dos. Donc, par moment, je tournais dans la cour. Et puis, en faisant ça, en revenant, je vois derrière des cartons qu'il y avait au fond du garage, un morceau de tableau. Donc, je suis curieux. J'ai tiré les cartons et j'ai vu un tableau que j'ai immédiatement reconnu de Pinel libérant les chaînes. Alors, je lui ai demandé d'où ça venait. Et il m'a expliqué que ça avait été mis en vente à Drouot le 6 novembre 2015 pour 1200 € à la mise en vente et que ça n'avait pas trouvé preneur et que le propriétaire lui avait confié et qu'en fait, il s'en était pas occupé et qu'il avait toujours le tableau en garde. Et alors, je lui demande combien il en veut et il me dit, bah, je vais me renseigner auprès du propriétaire, qui ne m'a pas nommé, comme toujours. Et donc, quelques jours après, il me dit, j'en veux 800 €. Bon, ben, j'ai dit, c'est cher, etc. Donc, je l'ai fait marronner comme ça pendant plus d'1 an. Et au bout d'1 an, je l'ai eu pour 500 €. Mais ce tableau, en fait, était en très mauvais état, avec des trous, avec du sparadrap, du scotch qui réparait les trous par derrière. Il était très sale.
Et donc, je l'ai confié à une restauratrice des musées nationaux qui m'a pris beaucoup d'argent pour le restaurer et le nettoyer. Et c'est comme ça que j'ai maintenant ce tableau. Et donc, il y a les différences. Le mien, il fait 1,60 m sur 114, 1,162 m sur 114. Donc, il est beaucoup plus petit que le tableau définitif. Et en particulier, dans la chronique du vendeur, là, comment ça s'appelle, là, dans les salles des ventes, là, il avait fait une description en disant que c'était probablement un élève. Or, ça ne peut pas être un élève puisque le tableau en question a plus d'éléments que le tableau définitif. Un élève ne rajoute pas des choses. Et en particulier, les deux grands arbres qu'on voit sur mon exemplaire n'existent pas dans le tableau définitif. Et j'ai mis toutes les flèches. Les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes, en même nombre, etc. Hein? Donc, c'est bien une étude, mais elle n'est pas signée. Et ça, c'est donc le tableau dans mon bureau avec un de mes fils qui est en train de le regarder. Oui, et il faut payer la restauration. Mais j'ai le plaisir, quand je travaille, d'être sous le regard de Pinel. Hein. Et donc, j'ai continué mes recherches et j'ai acheté sur les marchands d'anciens journaux le journal illustré du 16 juillet 1876, c'est-à-dire contemporain de l'exposition du tableau original. Et les graveurs de l'époque, ils ne faisaient pas ça comme une photo et on publie le lendemain. Il leur fallait plusieurs semaines ou mois pour faire la gravure. Or, la gravure est strictement identique à mon tableau. Donc, ce qui prouve bien que le graveur a vu mon tableau et non pas le tableau définitif. Alors, je vous montre là le tableau que j'ai à gauche et la gravure, c'est strictement identique. Ça, j'ai retrouvé une caricature. On utilise le tableau à la même époque. Hein. C'est dans notre journal. Eux, ils ont fait simple, ils ont fait une caricature. Maintenant, ce tableau était, peut-être que ceux qui connaissent la Salpêtrière, moi je l'ai connu, quand on montait à la bibliothèque Charcot, à l'époque où elle était au-dessus de l'amphithéâtre Charcot, en haut de l'escalier, on avait ce tableau. Maintenant que la bibliothèque a été transformée à l'ICM et que la salle est fermée, c'est en réfection actuellement, l'amphithéâtre va être fait, etc. Le tableau, qui est la propriété en fait de l'ART-PHP, a été transféré à ce qu'ils appellent le CNAP, le Centre national des arts plastiques, qui se trouve à La Défense, et il est invisible, et on m'a dit qu'on ne pouvait pas le voir. Hein. J'ai mis les références, l'adresse et tout, j'ai écrit, hein, mais on m'a dit c'est pas possible. Donc, plus personne ne peut voir ce tableau. Moi, je vais. Et quand on regarde les écrits anciens, on voit que dans une biographie de Charcot, peu de temps après sa mort, un Russe qui était venu étudier auprès de Charcot a écrit en avril 1882, Charcot inaugure la Salpêtrière, un cours spécial de la faculté sur les maladies nerveuses, dans une salle construite exprès, pouvant contenir 800 personnes. Je crois qu'il exagère un peu. C'est là que fut placée plus tard une œuvre précieuse et fort belle du célèbre peintre Tony Robert Fleury. Donc ce tableau était dans la salle de cours de Charcot. Sa toile, don de l'État en souvenir des services de Charcot, couvre toute une muraille et représente le docteur Pinel délivrant leur chaîne Les malades psychiques de la Salpêtrière. En fait, quand on regarde le tableau, une leçon clinique de la Salpêtrière par Brouillet, André Brouillet, il y a toujours ce doigt de Charcot, ça c'est d'après une photo, hein. J'ai retrouvé la photo dont Brouillet s'est inspiré pour représenter Charcot. Charcot a commandé ce tableau. Hein. Et les personnages qui sont dessus, Paul Richer et Gilles de la Tourette, ont participé à la sélection des personnages avec Charcot. Mais c'est sans doute à force de voir le tableau de Pinel dans son amphithéâtre qu'il a eu envie d'avoir le sien. Et c'est pour ça qu'il a commandé le tableau à André Brouillet. D'un autre côté, pour reparler des aliénistes, on s'aperçoit que Bénédicte Auguste Morel, le créateur de la notion de dégénérescence, a fait en 1860 un autre livre sur le non restreint. C'est-à-dire que finalement, plus d'un demi-siècle après Pinel, il y avait encore des gens qui étaient attachés, puisqu'on fait un livre pour dire qu'il faut les détacher 60 ans après Pinel.
Et en fait, la question que je me pose, c'est que c'est sans doute un contresens, parce que quand on lit Pinel, lui, il dit qu'il faut libérer l'aliéné des chaînes vicieuses des pensées, les chaînes vicieuses des pensées. Donc, ce qu'il faut libérer, c'est le cerveau du malade de la chaîne vicieuse des pensées et éventuellement des chaînes à ses membres. Donc, c'est probablement une commande du gouvernement de la Troisième République qui a été faite après la défaite de 1870 pour restaurer auprès des citoyens la fierté nationale flétrie par la défaite. C'est une métaphore, on peut l'interpréter ça comme établissant un parallèle entre la levée de l'étreinte des chaînes et le bannissement de l'empire, de la royauté et du cléricalisme au profit de la liberté des hommes et des consciences. Et la localisation explicite de la scène à la Salpêtrière est une suggestion de la Société médico-psychologique afin de valoriser la Salpêtrière où Pinel a exercé, où beaucoup d'aliénistes célèbres ont exercé après.